À l'heure où les réseaux sociaux et le monde du virtuel prennent autant de place dans notre monde, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle émission, votre Rencard People, où je recevrai des professionnels, un avocat pour parler de vos droits, un docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute, afin de vous accompagner dans votre quotidien, une coach de vie qui vous reboostera et un acteur majeur sur le plan sociétal et culturel. Et c'est pas tout. Nous aurons vos témoignages qui seront très importants également. Et puis les artistes nous rejoindront. Votre Rencard People est un nouveau concept d'émission en visio. Et votre rendez-vous aujourd'hui est avec Chanaïs, coach de vie en développement personnel. Bienvenue Chanaïs. Merci beaucoup. Merci Christine de me recevoir. C'est un plaisir partagé, tu le sais. Alors, se sortir d'une relation toxique est tout à fait envisageable. Vous pouvez relever la tête et prendre les bonnes décisions, mais pour y parvenir, il est peut-être nécessaire de mettre en place de bonnes actions. Comment prendre conscience que cette relation est toxique, Chanaïs ? La prise de conscience, c'est la base de toute fin à une relation. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'emprise, de sortir de tout ce qui vous fait souffrir. En revanche, cette prise de conscience n'est pas forcément salvatrice. Ce n'est pas parce que vous prenez conscience des choses que vous allez pour autant réussir à vous en extirper. Il y a plein de personnes qui n'osent pas sortir d'une relation toxique par peur, du conjoint, bien sûr, par peur de tout recommencer à zéro, et aussi parce qu'il y a une forme de déni qui s'installe, c'est-à-dire que l'emprise est telle qu'on est persuadé de mériter cette situation et qu'on n'arrive pas à reconnaître. On a conscience que la relation est toxique, mais on n'a pas conscience de ce que l'on mérite véritablement, et finalement, on ne se donne pas les moyens de sortir de tout ça parce que simplement, on prend la décision de subir et non de réagir. Alors, ce n'est pas une forme de faiblesse, hein, ce n'est pas parce qu'on décide de subir qu'on est faible, c'est juste qu'on arrive à une telle situation d'emprise que le recul nécessaire à tout cela est peut-être là, mais l'énergie que l'on doit mettre dans cette reconstruction et dans cette rupture ne vient pas. Comment savoir si une relation est malsaine ou toxique, justement ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation toxique, c'est une relation... Alors, ça peut être dans un couple ou ça peut aussi être en amitié. Hein, oui. Parce qu'on a tendance toujours à parler de toxicité des relations plutôt dans la vie de couple, mais ça peut aussi exister dans des amitiés, en tout cas dans des liens très forts, avec une complicité, avec un engagement mutuel dans une direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de toxicité de relation lorsqu'il y a un déséquilibre dans la relation, c'est-à-dire que l'un ou l'autre prend le dessus, souhaite prendre le dessus sur une personne, donc impose ses idées, impose sa vision des choses, impose son rythme, finalement, et fait en sorte que l'autre s'oublie complètement dans cette relation. Donc on a une forme de déséquilibre, comme je le disais, et puis aussi on a un manque de préservation de la relation et de ce qui va créer finalement une véritable complicité, un véritable engagement mutuel, et surtout l'envie d'aller ensemble dans cette même direction. Ce sera un suiveur et un meneur, et pas deux personnes qui échangent et qui finalement trouvent cet équilibre ensemble avec des choix communs, avec des envies communes, et puis surtout un sentiment partagé de douceur, d'envie d'avancer ensemble et d'épanouissement personnel. Quels sont en fait les signes avant-coureurs d'une relation toxique ? On a souvent, la base, c'est qu'on a un instinct. Moi, je reste persuadée que peu importe notre vécu, peu importe notre histoire, peu importe d'où on vient, notre milieu social, etc., on a cette force qui est finalement qui est liée à nous, qui est notre instinct. On arrive à sentir que quelque chose ne tourne pas rond. On le sent à l'intérieur de soi. Après, est-ce qu'on va être capable d'identifier exactement ce qui tourne pas rond ? Ça, c'est autre chose. Mais on a toujours ce sentiment. Il y a des signes aussi qui sont physiques et psychologiques, c'est-à-dire qu'en général, on peut avoir des nausées, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des insomnies.
quand on est dans une relation qui est toxique, on subit quelque chose, donc forcément notre corps nous parle aussi. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut véritablement être à l'écoute de ces signes, que ce soit votre instinct ou que ce soit ce que vous ressentez physiologiquement et psychologiquement, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Parce qu'il y a l'effet d'emprise de la relation qui fait que vous vous oubliez complètement, mais votre corps sera toujours votre meilleur allié. Et finalement, ce que vous allez ressentir et ce que vous allez penser, c'est une façon, on a toujours ce sentiment d'être notre propre sauveur, mais quand on s'en sort, hein, mais c'est une réalité. Je pense que finalement, tous ces signes, si on arrive à les écouter, si on arrive à écarter la peur, qui peut être liée à l'idée de la rupture, de quitter cette personne, bah, si on se concentre simplement sur ce qu'on ressent et sur ces facteurs qui sont indicatifs, je pense qu'on peut trouver l'énergie nécessaire. Alors, on pourrait presque dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Mais de toute façon, c'est marrant que tu dises ça parce que c'était un des proverbes préférés de ma grand-mère qui me disait toujours quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ma chérie. Et c'est une réalité. Maintenant, après, tu sais, c'est facile de dire aujourd'hui, quand on s'en est sorti, hein, ou quand on a accompagné des gens qui s'en sont sortis, c'est facile de dire oui, mais quand vous identifiez, il suffit de dire que voilà, il suffit de vous rendre compte que vous ressentez certaines choses pour écouter ça, suivez votre instinct, ça suffit pas. On n'est pas si fort que ça, on est des êtres humains, on a un parcours souvent très difficile. On a des passifs aussi qui peuvent avoir une forte influence sur les décisions qu'on est capable de prendre quand on est en couple, qu'on soit dans un couple sain ou dans un couple malsain. Donc il faut aussi avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour les personnes qui traversent ça. Maintenant, pour revenir sur les signes avant-coureurs, il y a effectivement tous ces facteurs physiques et psychologiques. Et puis il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'autre. Notamment dans des situations concrètes où tu vas finalement tout le temps te sentir humilié, rabaissé, ou avoir le sentiment que tu peux pas trop parler parce que si tu dis la phrase de trop, ça peut se retourner contre toi. Enfin, il y a tous ces signes qui sont là, qui sont concrets et qu'il faut identifier dès le début d'une relation. Ça, je le dis, c'est extrêmement important. Dès le début de votre relation, je sais que quand on tombe amoureux, en tout cas quand on est dans le sentiment amoureux, pas dans le véritable amour, ce sont deux choses différentes, mais quand on est dans l'euphorie et dans le sentiment amoureux, on a envie que ça marche, on a l'impression que cette personne est capable de tout faire pour nous, on a l'impression que cette personne va vraiment se vouer à notre épanouissement, chercher à nous combler, etc. Parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place au début des relations, et c'est tout le propre des relations toxiques, c'est qu'en général, ça commence toujours magnifiquement bien et que ça se dégrade petit à petit. Après, il y a parfois des signes qui sont là dès le départ, mais qu'on refuse de voir parce que sentiment amoureux, euphorie, pardon, alors on a une capacité de pardon illimitée au début des relations, on excuse tout à partir du moment où on a l'impression que cette personne peut nous apporter ce qu'on a toujours cherché. Et en général, dans le discours, dans la promesse, ça nous oblige d'une certaine manière à faire confiance. Hein. On se dit, mais de toute façon, je ne vois pas pourquoi il ou elle m'aurait menti, je ne vois pas pourquoi il ou elle me dirait ça si ça ne fait pas partie de ses réelles intentions. Donc on est dans ce schéma un petit peu naïf du début d'une relation qui va faire qu'on va minimiser certaines actions qui seront posées et qui pour autant méritent toute notre attention. Parce que ça peut vraiment vous sauver, quoi. Ça peut vraiment vous aider à sortir de tout ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui peuvent arriver au début de la relation ou en tout cas pendant la relation, parce que des fois, ça peut aller très bien pendant un an et puis ça peut se dégrader parce que la personne en face se dévoile véritablement. Il y a des sentiments où vous avez l'impression qu'on vous fait toujours culpabiliser. Vous êtes toujours coupable de quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le gut feeling, c'est-à-dire que vous avez une situation où votre corps essaie de vous avertir que ça ne va pas, et la personne en face vous fait comprendre que finalement vous êtes coupable de quelque chose, alors que vous sentez que vous êtes complètement innocent et que vous n'avez rien fait de mal. Je vous donne un exemple.
Un pervers narcissique, comme tu as abordé le sujet récemment, va vous donner le sentiment qu'un jour, il ou elle va accepter de vous épouser ou va vous demander en mariage si c'est un homme, d'accord? On va parler d'un homme, d'accord? Cet homme va vous dire, voilà, t'es la femme de ma vie, je t'aime, j'ai tellement attendu pour te rencontrer, je sais que je vais t'épouser, je sais qu'on va finir notre vie ensemble, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc vous allez finalement vous conditionner dans cette promesse, hein, en vous disant, il m'aime vraiment, il veut m'épouser, il veut s'engager pour la vie, parce que la notion de mariage, c'est quand même l'engagement théoriquement, hein, pour la vie. Donc vous êtes dans cette posture-là, vous avez le sentiment que c'est déjà acquis d'une certaine manière, donc vous allez commencer à vous comporter comme une épouse, donc à donner plus, à vous engager plus, à avoir cette notion de sacrifice que vous pouvez avoir en tant qu'épouse ou en tant que mère, hein, avec des concessions, avec une aptitude particulière à répondre aux besoins de l'autre. Vous allez vraiment être dans cette dynamique-là sur une simple parole, une simple promesse. Et puis, au fil de la relation, cette personne va vous laisser le sentiment que vous avez démérité. Finalement, je suis plus trop sûre de vouloir t'épouser parce que tu me combles pas assez. Regarde ce que tu as fait. Tu vois, là, tu as mal agi. Tu mérites plus que je t'épouse. Et donc, au lieu de vous mettre en retrait de cette relation et dire c'est bon, stop, je mérite qu'on m'épouse parce que je suis quelqu'un de bien et je vois concrètement ce que je suis capable de faire pour quelqu'un, vous allez encore plus donner, encore plus vous sacrifier, encore plus vous oublier, rentrer dans une dynamique complètement où vous allez complètement vous mettre au service et à la disposition de l'autre. C'est presque de l'asservissement. C'est que finalement, vous êtes là et vous êtes sa chose. Il a besoin de ça, elle a besoin de ça, vous allez le faire. Il a exprimé que finalement, quelque chose lui ferait plaisir. Et chez les femmes, il y a... j'ai toujours eu le sentiment, tu sais, que parfois, on peut être très maternel dans un couple, tu vois. Mais quand on est avec des hommes comme ça, on peut devenir encore plus maternel. C'est-à-dire que finalement, on a cette notion de sacrifice, d'amour inconditionnel qu'on ne doit avoir qu'avec un enfant. C'est finalement être toujours là pour l'autre, au service de l'autre, le protéger, tout faire pour lui, répondre à ses attentes, etc. C'est quelque chose que tu développes normalement quand tu es maman. Cette notion de dépendance, on peut la transférer parfois dans ce type de relation malsaine. C'est-à-dire que l'autre insuffle tellement de choses, il y a tellement une dynamique malsaine qui est posée, on est tellement persuadé de ne pas en faire assez qu'on va rentrer dans cette notion de sacrifice ultime. Parlons de cette absence de sexualité dans le couple et effectivement, lorsque tu parles de te positionner comme mère finalement, mère de substitution face à une relation toxique, eh bien, on a ce sentiment en tant que femme et c'est souvent les témoignages que j'ai eus, le sentiment en tant que femme de représenter la mère puisque absence de relations, ce qui représente quand même un pourcentage relativement élevé sur la construction d'un couple. Il y a cette notion de sacralité de la relation. C'est que finalement, dans la vie, on partage tout avec tout le monde, sauf la sexualité. La sexualité, c'est la seule chose que l'on réserve à l'être élu. Et quand on prive une relation, quand on est privé dans une relation de cette sexualité, on rentre finalement dans autre chose. Alors quoi ? Est-ce que c'est une amitié extrêmement forte? Est-ce que c'est un rapport justement avec un complexe oedipien ou j'en sais rien, tu vois, mais un rapport mère-enfant, quelque chose de très particulier parce que quand dans son couple on commence à se positionner comme une mère, comme la sauveuse, on parlait du syndrome du sauveur et de l'infirmière tout à l'heure en off, toutes les deux. Enfin voilà, finalement toutes ces directions qu'on peut prendre dans une relation. Parce qu'on a un passif, parce qu'on cherche de l'amour dans les actions qu'on va poser pour les autres, dans tout ça. Quand on prive la relation de la sexualité, je pense qu'on peut difficilement parler de notion de couple. C'est que finalement, on devient autre chose. On devient des amis, on devient autre chose. Cette sacralité-là, elle est extrêmement importante. Dans la relation avec un pervers narcissique, quand il y a de la toxicité, il peut y avoir effectivement une emprise qui va être aussi nourrie par la sexualité, c'est-à-dire une sexualité exacerbée,
le sentiment que seule cette personne peut nous combler. Donc, on est à la fois victime de sa violence psychologique, voire physique, et on est en même temps complètement accro à la sexualité avec cette personne, et on a l'impression que personne d'autre ne pourra nous satisfaire sur ce plan-là. Donc, ça peut aussi alimenter finalement les difficultés à s'extraire de cette relation. Il peut y avoir aussi la privation qui va dans la continuité de ce qu'on connaît, tu ne fais pas les choses assez bien, donc je te prive de ma présence parce que je m'absente souvent, je te prive de ma chaleur humaine parce que je ne te prends plus dans mes bras parce que tu ne mérites pas mes câlins, mes bisous, et puis je te prive de sexualité parce que tu ne mérites pas que je t'honore sur ce plan-là. Donc il y a plusieurs étapes qui peuvent arriver. Ce qu'il faut avant tout, s'il n'y a pas de problème sexuel identifié, c'est comprendre que la sexualité, c'est quelque chose qui doit être normal, qui doit vous permettre de vous épanouir. Vous devez pouvoir en parler de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait mal parfois aussi, sans tabou. Une relation est saine, équilibrée et il vous permettra de véritablement vous sentir bien si vous avez la capacité d'exprimer ce que vous ressentez sur tous les plans, y compris la sexualité. Ça, c'est extrêmement important. Et quand on en arrive aux extrêmes, qui sont ce qu'on appelle le viol conjugal, c'est-à-dire qu'on vous force à faire l'amour et que vous avez le sentiment que ce n'est pas véritablement un viol parce qu'il s'agit de votre conjoint ou de votre conjoint, mais en tout cas principalement des conjoints, là on est dans quelque chose qui relève du pénal. Donc il faut prendre conscience que c'est très grave et pas juste vous dire je subis ça, mais c'est mon mari, c'est mon conjoint, c'est normal, je dois l'accepter. Non, il n'y a pas de notion d'acceptation. Si vous avez le sentiment qu'on vous force à faire quelque chose, et surtout quand ça concerne la sexualité, intervenez. Voilà, rapprochez-vous dans un premier temps peut-être de vos proches pour en parler, ensuite d'un psychologue qui pourra vous aider à vous reconstruire et à identifier ce qui ne va pas, et puis des forces de l'ordre et de la police, et ensuite d'un avocat pour pouvoir engager les procédures qui sont nécessaires à vous protéger et à avoir une vie que vous méritez sans des choses, sans des événements aussi graves. Tu parlais de honte tout à l'heure. Des fois, des personnes n'ont pas forcément l'envie de parler à des proches. Il doit exister aussi, essayer de vous renseigner, des associations qui pourraient vous guider, vous accompagner, vous écouter, parce que je pense que ça, c'est très important de pouvoir parler et être écouté dans des situations pareilles. Pourquoi, en fait, la personne toxique nous saoule de parole ? C'est pas toujours le cas. Il y a souvent effectivement un discours qui va être permanent, où on va essayer de te conditionner psychologiquement, voilà, de te dire en permanence que tu fais bien ou que tu fais mal. Donc tu vas être toujours dans une posture d'évaluation, tu vois, de graduation de ce que tu fais bien ou mal. Donc en fait, dans chacune de tes actions, tu seras noté. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais dans un processus scolaire, c'est-à-dire que ah là c'est bien, je te mets 10, ah là c'est pas bien, je te mets 2. Et donc tu es toujours dans une espèce d'attente, de gratification de la part de l'autre dans tout ce que tu fais. Et puis parfois, donc souvent à la suite de ça, il y a cette notion de silence. Et cette notion de silence, c'est une torture. C'est-à-dire que tu es face à quelqu'un qui va arrêter la communication avec toi. Et donc toi, tu vas commencer à te demander pourquoi tu ne mérites pas qu'il parle avec toi, qu'est-ce que tu as fait de mal, tu vas re-rentrer à nouveau dans la culpabilité, tu vas être dans un questionnement permanent, tu vas chercher le contact, et donc si tu le trouves, tu peux le trouver avec une personne qui va être disposée à te parler parce qu'il l'aura décidé, ou une personne qui sera parfaitement indisposée à communiquer avec toi et qui va se montrer violent psychologiquement, voire même physiquement. Donc, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement, extrêmement difficile à jauger quand tu es dedans parce que tu marches tout le temps sur des œufs dans ce genre de relation. Et pour en revenir sur ce que tu disais sur l'entourage, oui, il faut en parler aux proches, mais la plupart du temps, dans ce genre de relation, on a été petit à petit complètement isolés. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien se passer. La personne que vous allez rencontrer, et je le répète, homme ou femme, c'est vrai qu'on parle plus souvent des hommes, mais il y a aussi des femmes. Ce qui va être très difficile quand on parle de la notion des proches, c'est que souvent, cette personne va chercher à nous isoler. Au début, les proches auront l'impression que c'est une personne extraordinaire. Il va accepter que vous receviez des amis, il ou elle va accepter que vous receviez des amis, puis petit à petit, il va vous faire comprendre ou elle va vous faire comprendre qu'elle veut plutôt rester avec vous, privilégier la relation, rester dans un mode cocooning, et puis petit à petit, vous allez de moins en moins
moins vous sociabiliser, de moins en moins voir vos proches et rentrer, sans vous en rendre compte, dans un isolement qui est complètement délibéré, complètement choisi par votre bourreau. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça. Gardez toujours le lien. C'est extrêmement important. Les signes d'une relation épanouie, c'est de se sentir bien et d'avoir le sentiment de toujours être entouré, d'avoir envie de pouvoir partager, d'avoir le droit de partager des moments avec les autres, sans pour autant faire un sourire au serveur ou dire merci à un serveur ou à une serveuse devienne un problème parce que jalousie maladive, parce que malaise, etc. Comment faire prendre conscience à une personne qu'elle est en train de foncer tête baissée dans cette relation toxique? Le rôle d'une personne, le rôle de l'entourage d'une personne, c'est majeur. Tu vois, c'est que la seule façon de s'en sortir, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit de prendre conscience des choses par soi-même, ce qui est très difficile quand tu es sous emprise, soit qu'un proche bienveillant identifie le malaise et dise waouh, il y a quelque chose qui tourne par rond dans cette relation, je reconnais pas ma fille, je reconnais pas mon fils, etc. Tu vois. Donc voilà, la façon de s'en sortir, ça va être ça. Maintenant, pour l'entourage, moi je conseille de faire très attention. Parce que comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, si le pervers narcissique identifie qu'un membre de la famille cherche à sauver finalement la victime, il va considérer cette personne comme un ennemi et tout faire pour l'extraire et isoler encore plus la victime de cette personne. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que finalement, essayez plutôt d'encourager la personne à gagner confiance en elle, essayez plutôt de lui rappeler sa valeur, essayez plutôt de nourrir ça, de lui faire prendre conscience au quotidien, mais au lieu de lui dire « tu ne mérites pas ça », passez plus les choses comme une interrogation, mais est-ce que tu penses vraiment que tu mérites ça? Comme ça l'oblige à réfléchir et à devoir se positionner comme une personne qui va finalement prendre la décision et ne pas avoir l'impression que vous lui imposez les choses. Parce que si vous rentrez dans une dynamique où vous dites attention, il est dangereux, elle est dangereuse, ça va pas, etc., vous positionnez comme quelqu'un qui prend la décision, qui décide d'orienter finalement la relation vers autre chose, donc vers une rupture, vers une décision de séparation. Et là, vous prenez la responsabilité de quelque chose qui peut vraiment, pour le coup, être difficile pour la personne qui va vous écouter. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, Chanaïs. La dernière question sera comment se sortir d'une relation toxique? Prendre conscience de ce qu'on mérite. Et je pense que le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est avant même de vous mettre dans une relation. Je sais qu'on a tous de l'amour à donner, on a tous envie d'en recevoir, mais s'il vous plaît, avant de vous mettre dans des relations, prenez conscience de ce que vous méritez. Ayez conscience de ce que vous voulez vraiment. Et posez le cadre au début. Soyez honnête. Ne vous sacrifiez pas rien que dans l'énoncé du programme. Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous faites connaissance avec quelqu'un, ne cherchez pas à répondre à toutes ces attentes parce que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un, en fait. Si vous êtes dans une sorte de détresse affective et que vous avez du mal à en faire des rencontres, la notion de sacrifice au début d'une relation, elle ne sera pas constructive pour vous et elle ne vous amènera pas vers quelque chose de positif. Parce qu'une relation, ça se construit à deux en fonction des besoins de chacun. Et si vous êtes dans cette notion de sacrifice dès le départ, vous allez déséquilibrer la relation et forcément, vous risquez encore plus de tomber, si vous tombez sur une mauvaise personne, de tomber fatalement dans la notion de sacrifice permanent et de vous oublier et donc forcément de ne pas vous épanouir et de ne pas être heureux. Donc, ce qui est très important, prenez conscience de votre valeur, de ce que vous méritez et surtout de ce que vous voulez. Merci, Chanaïs. On se retrouve très rapidement dans un prochain volet de votre Rencard People. Chanaïs, coach de vie en développement personnel. Merci. Merci à toi.